Merci Manuel pour l'introduction, merci à tous d'être restés, merci à mes collègues du CFF pour l'organisation, j'espère que vous êtes comblés par le congrès comme je le suis, et si vous l'êtes, faites-le savoir, ça nous fera toujours plaisir. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux extrémités? C'est à la fois un signe d'appel, bien sûr, pour rentrer dans une pathologie, mais c'est aussi un signe d'accompagnement de nombreux syndromes et de nombreuses pathologies. Il y a l'aspect évidemment fonctionnel et esthétique, et puis ça reste quand même l'une des questions numéro un des parents, est-ce qu'il a bien 5 doigts, est-ce qu'il a bien 5 orteils? Évidemment, on n'est pas censé les compter, donc moi, ce que je fais en général, c'est que euh, je demande aux parents de les compter, comme ça, c'est pas moi qui les compte, c'est eux, et s'il y en a pas. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'y intéresser. Dans l'ACNEOF, Georges vous les a montrés, ce sont les clichés qui sont recommandés pour analyser les extrémités. Et quand moi je parle des extrémités, on va parler de ça, on va parler en gros, avant-bras et jambes et pieds. Alors, on va commencer par anomalie d'extrémité en tant que porte d'entrée. Vous avez vu ce schéma déjà, on va commencer par les anomalies déficitaires, ou qu'on appelle anomalies réductionnelles, donc qui peuvent être à plusieurs niveaux, qui peuvent être dans le sens transverse ou dans le sens longitudinal. La génésie transversale, vous avez vu des exemples, hein, quand elle est unilatérale, elle est plus souvent liée à un accident vasculaire ou une prise médicamenteuse. Le diagnostic, le dépistage devrait être fait normalement au premier trimestre. On a quand même parfois quelques cas qui sont faits un peu plus tard, notamment quand c'est assez distal comme anomalie réductionnelle transverse. Voici ici d'autres exemples. Vous voyez, ça c'est un cas plutôt du deuxième trimestre. Et même à droite, je pense que le cas d'Amaury, c'est un cas du deuxième trimestre précoce. Donc le diagnostic est assez aisé, le caractère unilatéral est en général plutôt rassurant sur l'absence d'anomalie associée. Bien sûr, on vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie. Et après, c'est des considérations des problématiques orthopédiques et fonctionnelles qui feront décider un petit peu les couples. En termes d'anomalies déficitaires, on va dire préaxiales ou postaxiales, les choses sont pour moi très différentes et très importantes à retenir. Pour tout ce qui est préaxial, donc l'anomalie du rayon radial pour le membre supérieur et tibial pour le membre inférieur, le caractère syndromique est malheureusement très souvent représenté. Ça peut être uni ou bilatéral et plus ou moins sévère, donc c'est soit le radius tout seul, soit le pouce, etc. On verra des exemples. Par contre, les anomalies déficitaires post-axiales, elles sont plus rares et dont un syndrome dont vous peut-être retenir le nom, c'est une larme à Marie syndrome. Je ne donnerai pas d'exemple, mais c'est celui qui est plus associé de manière syndromique aux anomalies post-axiales. Alors, cette phrase-là, je vais vous la répéter jusqu'à ce qu'elle soit ancrée dans votre tête. Le raisonnement est identique pour toutes les anomalies préaxiales des membres, qu'elles soient déficitaires, réductionnelles, brachydactylie, polydactylie, etc. Pour ce qui est du déficitaire, voici ce qu'il y a à connaître en tant qu'anomalie réductionnelle préaxiale. Donc, en gros, il me manque soit le radius, soit et le pouce. Donc, trisomie 18, le syndrome TAR, Fanconi, Holterham, Nager et Blackford-Diamond. On va en voir quelques-unes ensemble. Les trois que je mets un peu sur la même slide parce qu'elles ont des caractéristiques qui sont assez identiques, et c'est ma checklist, mon tiroir que j'ouvre quand j'ai des mains bottes ou une anomalie réductionnelle préaxiale. C'est le syndrome de Holterham, c'est le TAR et c'est le Fanconi. Au-delà de toutes les descriptions que vous avez là, pour un peu vous aider à déterminer tout ça, le Holterham, ce qui caractérise, c'est souvent l'atteinte asymétrique et l'atteinte cardiaque associée. Dans le TAR, ce qui caractérise, c'est plutôt qu'il y a toujours des pouces dans le TAR. Donc vous avez souvent des mains bottes, hein, mais vous avez un pouce qui est toujours présent, qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en évidence quand les mains sont vraiment très bottes. Il faut vous trouver un moyen mémotechnique pour retenir ça. Je ne donnerai pas le mien, j'ai mis trop de temps à le trouver pour vous le confier aussi facilement. Pour ce qui est du Fanconi, l'association classique, c'est avec la cardiopathie, avec le retard de croissance, et il faut retenir aussi la population que vous observez, souvent dans les juifs ashkénazes, un peu plus d'anomie de Fanconi. Voici quelques exemples. Alors, point d'appel, la main botte, plus ou moins agénésie du radius. Vous avez ici un exemple de Holterham de Jean-Philippe. À droite, vous avez un syndrome TAR, pareil, vous avez vu, hein, main botte, c'est le point d'appel. Il y avait également une cardiopathie avec un axe du cœur dévié et une CIV large. Et puis vous avez bien sûr ces membres qui sont vraiment complètement anormaux. Je vous mets un autre exemple de Holterham, cette fois-ci d'Edwin, avec toujours pareil, une anomalie qui est triaxiale, qui peut être pas forcément facile à caractériser. Est-ce qu'il manque une phalange du pouce? Est-ce que c'est des pouces fusionnés? C'est pas toujours évident, mais comme je vous le lis, on retombe sur nos pattes avec ces anomalies préaxiales dont le raisonnement est identique quel que soit le type d'anomalie. Sachant que le Holterham, ici, l'anomalie cardiaque était un petit peu plus subtile parce que c'était deux CIV, une apicale, une musculaire et rien d'autre. Donc le point d'appel, c'était plutôt l'anomalie des extrémités.
Un exemple de Fanconi, c'est une patiente qui n'était pas du tout issue de la population juive ashkénaze, qui est une patiente d'Afrique subsaharienne, dont le point d'appel était surtout un retard de croissance, et dans l'analyse échographique diagnostique, on avait une anomalie préaxiale au niveau des pouces, que j'avais caractérisé personnellement comme plutôt un pouce bifide. Après, à l'arrivée, est-ce que c'est peut-être pas plutôt une polydactylie ou un pouce bas implanté? C'est pas toujours facile. Encore une fois, le raisonnement est le même, préaxial, vous ouvrez le même tiroir. Un cas de dysostose mandibulo-faciale que vous connaissez peut-être. Donc le point d'appel là est plus souvent quand même l'anomalie de la face, le rétrognatisme associé, et l'anomalie est préaxiale avec toute la litanie dont je vous ai parlé. Et en l'occurrence dans ce dossier qui était ici du papier d'Emmanuel Le Sieur, on avait plutôt une fusion et une absence d'un vrai pouce. D'autres choses qui sont souvent associées à l'anomie préaxiale, c'est dans l'association VAC-TERN et puis l'embryophrétopathie ou valproate, donc l'interrogatoire et les prises médicamenteuses toxiques sont toujours importants quand même à récupérer. L'association VAC-TERN, vous savez que c'est une association de tous ces signes que vous connaissez bien, pour lesquels on n'a pas de base moléculaire à fournir pour expliquer les anomalies. Et donc c'est une association qui tend à se réduire en fréquence avec le temps, puisque au fur et à mesure qu'on avance, on a d'autres gènes que l'on découvre, d'autres variants que l'on découvre, et ce qu'on identifie comme bactère à un moment ne l'est plus forcément maintenant. Notamment le Tonbrox ou le Charge ou le Fanconi peuvent avoir des choses qui se superposent avec l'association VAC-TERN. Je vous donne ici un exemple récent dont l'exome n'a pas retrouvé de variant pathogène identifié. Donc on ne dit pas exome normal, on dit qu'à l'instant où on se parle dans la littérature, on n'a pas trouvé de variant pathogène. Il y avait une CEV, il y avait une malformation anorectale, une anomalie sévère des extrémités, avec au niveau d'une jambe un os en moins, une malposition sévère due à cette agénésie probablement du tibia, et une anomalie préaxiale au niveau du pied, et probablement un sacrum qui n'était pas très net aussi. Donc on l'a reclassé en association VAC-TERN, mais peut-être que dans quelques années, on aura identifié autre chose. Encore une fois, je crois que vous l'avez compris, le raisonnement sera toujours identique, quelles que soient les anomalies préaxiales des membres, polydactylie, brachydactylie, etc. Et pour vous aider, issu de ce joli petit papier, une espèce d'algorithme qui, en gros, dit ce que l'on fait au quotidien. Mais anomalie des extrémités, notamment de l'avant-bras et préaxial, vous faites bien sûr l'examen détaillé, vous faites un cariotype. Si le cariotype est anormal, en général c'est trisomie 13 et trisomie 18. S'il est normal, il faut aller un petit peu plus loin, faire l'examen de diagnostic bien détaillé comme on l'a vu. Et après c'est pouce présent, pouce pas présent et autres anomalies qui vont permettre petit à petit d'aller plus loin dans le détail. On va parler maintenant de l'ectrodactylie, qui sont les mains fondues en fait, mais qui sont des anomalies déficitaires mésoaxiales, donc dans l'axe du membre. Elles peuvent être uni ou bilatéralement supérieures, inférieures, sporadiques, mais plus volontiers génétiques. Et les formes génétiques isolées, c'est souvent le gène SHFM, et avec plusieurs chiffres derrière, qui sont très hétérogènes sur le plan génétique, donc on ne va pas les détailler du tout, mais elles sont aussi malheureusement surtout syndromiques. Ça, c'est un exemple d'ectrodactylie isolée à 17 semaines, dont la maman était elle-même porteuse d'une ectrodactylie. Donc là, le diagnostic était assez évident et le conseil plutôt rassurant. Dans ces cas-là, c'est assez facile de se positionner. Une forme syndromique d'ectrodactylie que vous devez connaître, et c'est la seule dont je vais vous parler, c'est le syndrome EEC, où c'est une dysplasie ectodermique qui associe principalement, pour retenir, ectrodactylie et fente labiopalatine. Il y a aussi parfois ceci assez régulièrement des anomalies des reins. Donc si vous devez retenir un seul syndrome, c'est celui-ci, EEC. Et donc le corollaire, c'est quand vous avez une fente palatine, vous allez voir bien sûr les extrémités. Voici un exemple que Jean-Philippe m'a gentiment prêté, avec la fente palatine, ectrodactylie des mains et des pieds, et je vous ai pas mis l'image des reins, mais il y avait aussi une dysplasie rénale multikystique. Donc EEC, c'est le seul que vous devez retenir à mon sens, pour faire simple, en cas d'ectrodactylie. On a les anomalies déficitaires maintenant qui ne sont pas classables parce qu'elles sont trop hétérogènes. La maladie des brides, on l'a vu, je vais vous montrer quelques images, et le Cornelia de Lange qui peut donner tellement d'anomalies différentes des extrémités que c'est difficile de le classer dans une case. Vous savez, le Cornelia de Lange, c'est point d'appel souvent en cardiopathie, retard de croissance, et puis après quand vous déroulez, il y a la dysmorphie caractéristique, l'anomalie des extrémités. Et dans l'anomalie des extrémités, il y en a beaucoup. Celle-ci, ça c'est un cas où il y avait une oligodactylie, et pour moi aussi une certaine forme, un certain degré d'ectrodactylie, et un faciès un petit peu particulier.
On aura d'autres anomalies du cornélia de Lange tout à l'heure. Pour la maladie des brides amniotiques, vous l'avez vu, c'est comme des toiles d'araignée qui flottent dans les liquide amniotique, et c'est des anomalies réductionnelles ou de fusion de syndactylie qui sont un peu très hétérogènes en fonction de là où c'est emberlificoté, malheureusement, ce pauvre fœtus. Vous avez le point de striction, puis vous avez sur la boucle de droite une main complètement édémaciée au-dessus du point de striction, qui est caractéristique de cette maladie. Et ça, c'était un cas d'une maladie hybride qui était passée inaperçue et qui a malheureusement terminé par une mort in utero. Est-ce qu'elle est liée à cette maladie hybride ou pas? Ça fait quand même une drôle de coïncidence puisqu'on n'a pas trouvé d'autres explications. La polydactylie, donc la structure en plus. Vous connaissez très probablement la polydactylie postaxiale qui est très souvent familiale, transmission autosomique dominante et isolée. Donc quand vous avez une polydactylie postaxiale chez un fœtus, la première chose que vous demandez, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui en a une? Au premier abord, certains couples pourront vous dire non, et en fait, ils vont rentrer chez eux, ils vont poser la question à leur famille, et puis on va dire, ah bah oui, tonton Jackie, il avait une polydactylie, et quand ils reviennent, bah, ils sont quand même beaucoup plus rassurés. En préaxial, même raisonnement pour les autres anomalies, on va voir quelques exemples ensemble. Donc ça, c'est la fameuse polydactylie postaxiale plutôt familiale, qui peut aller du petit bourgeon à la petite boule, qui peut permettre de faire du jokari avec son doigt, sachant qu'il y en a certaines, il m'est arrivé de ne plus retrouver après la naissance, parce que le petit pédicule était tellement fin en fait, qu'elles sont tombées toutes seules. Donc il n'y a vraiment pas de problématique à ça. Même quand c'est découvert en postnatal, finalement, les parents ne sont pas trop embêtants. Pour ce qui est de la syndromique, il y en a tout un tas. Vous avez toute cette liste-là qui n'est pas du tout exhaustive. Bien sûr, les aneuploïdies, mais en général, il n'y a pas que ça. Bien sûr, les ciliopathies, on va voir quelques exemples ensemble. Il y a aussi quelque chose qu'on connaît peut-être un petit peu moins, ça c'est un cas de délétion 22q11 un peu vicieux, puisque le seul point d'appel c'était la polydactylie, une polydactylie postaxiale, la polydactylie qui n'est pas forcément un signe très connu de 22q11, mais c'était le seul point d'appel, et il se trouvait qu'il y avait aussi un petit thymus chez ce fœtus, mais sans cardiopathie sous-jacente. Et vous voyez que la corrélation écho 3D visage et postnatal est frappante, et ce petit bébé était diagnostiqué en postnatal. Le SLO, Smith-Myopis, qui est connu aussi pour avoir des anomalies d'extrémité, notamment la polydactylie et la syndactylie 2-3, qui est très difficile à choper, mais on a une belle image d'Edwin en bas à droite. Bon, voilà, c'est des signes que vous connaissez probablement, le retard de croissance, la cardiopathie, les variations du développement génital. Je vous ai fait une petite slide qui résume un peu les anomalies d'extrémité dans le SLO. Donc vous avez en général une petite hypoplasie du pouce, vous pouvez avoir une brachymésophalangie du deuxième ou du cinquième et la polydactylie postaxiale, et au niveau des pieds, la polydactylie postaxiale et la syndactylie de 3, comme je l'ai dit, mais encore une fois, c'est très difficile à avoir en anténatal. Un cas que j'aimerais bien un jour avoir sous la sonde, pas pour ce pauvre bébé, mais bon, pour avoir des jolies images, c'est le Pallister Hall. Pourquoi? Parce qu'il y a une polydactylie qui est postaxiale, qui est relativement facile à imager, mais il y en a une qui est la mésoaxiale, vous savez, avec cet os du métacarpe qui a une forme de Y, et je suis très curieux de savoir si, en anténatal, on peut arriver à observer cette polydactylie mésoaxiale avec cette forme particulière de métacarpe. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, si jamais vous êtes tombé dessus, ou vous êtes tombé dessus dans le futur, contactez-moi, je serai ravi de récupérer vos images. Les ciliopathies, cette grande famille de maladies que vous connaissez, avec notamment dedans les polydactylies et tout un tas d'anomalies rénales, cardiaques, etc. Je vais vous montrer quelques exemples. Georges a abordé tout à l'heure rapidement le sujet. Dans l'Ellis van Creveld, qui est une ciliopathie squelettique, vous avez une polydactylie postaxiale en plus des côtes courtes et des anomalies osseuses et de la cardiopathie. Ça, c'était un cas où on avait, avant de faire l'échographie, le diagnostic, parce qu'il y avait eu un exome et parce que la porte d'entrée est autre chose. Donc, on prend le problème à l'envers, mais c'est une bonne illustration. Ici, c'était un Bardet Biddle à 23 semaines avec des gros reins, une polydactylie postaxiale des mains et des pieds, le cas typique qu'on peut voir aussi parfois dès le premier trimestre, comme par exemple aussi syndrome de Meckel avec la polydactylie qui était plus difficile à voir, l'encéphalocèle et les gros reins. En résumé, une polydactylie postaxiale, avant de la classifier comme familiale, et probablement sans gravité, elle doit faire rechercher les anomalies des reins, des os longs courts, une encéphalocèle, une anomalie de la fosse postérieure, une agénésie du corps calleux, une sonde faciale et une cardiopathie, entre autres évidemment, mais une fois que quand même vous avez éliminé tout ça, vous allez quand même éliminer pas mal de choses. Les brachydactylies, donc c'est raccourcissement d'une ou plusieurs phalanges. Comme je suis le dernier, je fais ce que je veux. Raccourcissement d'un ou plusieurs métacarpiens. Donc il y a une terminologie qui est très difficile, c'est brachy-téléphalangie quand c'est la phalange distale, médiane brachy-mésophalangie et métacarpe brachy-métacarpie. Ouf.
La brachymésophalangie du cinquième doigt, c'est ce qui donne la petite clinodactylie que l'on voit souvent passer dans des comptes rendus d'échographie. Elle est présente dans de nombreux syndromes, mais elle est aussi présente chez de nombreux fœtus qui n'ont rien. À peu près 2 à 5% des fœtus sains sont porteurs de la clinodactylie. C'était la grande époque du genetic scan où on trouvait des clinodactylies à beaucoup de gens. Moi, j'ai pas connu cette époque-là, j'étais trop petit. Mais en tout cas, maintenant, c'est vrai qu'on a tendance un peu plus à banaliser. Je le me note dans un coin de ma tête éventuellement pour agrémenter le cortège de signes, mais je le mets pas forcément dans le compte rendu explicitement. Ça peut aller jusqu'à la mésophalangie où il n'y a pas de deuxième phalange. On a vu un exemple tout à l'heure, donc on va passer rapidement, mais la brachytéléphalangie dans le cadre des chondrodysplasies ponctuées, ce petit fœtus qui avait les faciès typiques du bain d'air, et puis ces phalanges distales qui étaient plus courtes qu'à l'habitude. Il y a un cas que je voulais essayer d'imager, et c'est Emmanuel Le Sieur à Marseille qui m'a confié ces images, c'était le Rubinstein-Taibi. C'est un syndrome, principalement ce qu'on appelle retard de croissance avec microcéphalie. Et c'est un syndrome qui est connu pour donner des gros pouces et des gros hallux. Ça les fait vraiment, ils ont un peu comme si c'était fait piquer par une abeille sur le pouce ou l'hallux. Et je me suis toujours demandé si en prénatal on pouvait l'observer. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce pouce-là chez ce petit fœtus. Je le trouve un peu gros. Alors on avait le diagnostic de Rubinstein-Taibi, donc j'ai demandé à Emmanuel d'imager cette patiente le plus loin possible dans la grossesse. Et cet aspect-là n'a été vraiment évident qu'à 36 semaines. Donc vous voyez que ce que je vous dis, il faut prendre aussi avec des pincettes. Il n'empêche que, si on reste dans les règles, c'est visible en anténatal puisqu'on est avant la naissance. La brachyphalangie de la chondroplasie, on l'a vu, je ne vais pas en parler. Et je reviens au cornélia parce qu'il y a une brachie métacarpique qui est classée dans le cornélia de Lynch, c'est la brachie métacarpie du premier métacarpe, avec un premier métacarpe qui est tout petit par rapport à l'habitude. Si vous recommencez à regarder les métacarpes, vous verrez qu'on les voit très bien et qu'ils sont de bonne taille. Les syndactylies, il y en a de toutes sortes, on ne va pas rentrer trop dans le détail, c'est des doigts qui sont fusionnés. 2 syndromes à retenir, le Fraser et la perte. Fraser, syndrome chaos et cryptophthalmie, et la perte, c'est la crânosténose, bien sûr. Un tout petit mot sur la malposition et la malformation des pieds. Vous savez, on avait eu à Montpellier un topo il y a quelques années parfait sur la malposition, malformation des pieds, donc je vous renvoie à ce topo pour bien classifier et ne pas tout mettre en varus séquin, la malposition des pieds. Ce qu'il y a à savoir quand même, c'est que souvent c'est isolé, notamment quand c'est unilatéral, c'est assez rassurant. Quand c'est bilatéral, là on a 2-3% de rendement à l'ACPA, 4 à 10% sur l'exome. Quand c'est bilatéral, moi je regarde, Marie en a parlé, les omoplates et les signes de la dysplasie compomélique, et je regarde le pouce parce qu'il y a le pouce d'autostoppeur plus pied beau, ça fait dysplasie diastrophique, donc c'est une autre maladie osseuse avec des os courts également. Et surtout, je regarde, grâce à Marc Althusser depuis Montpellier il y a 2 ans, les masses musculaires au niveau des jambes, puisque dans les arthrogryposes, vous avez une masse musculaire qui est complètement fondue, qui est remplacée par de l'œdème, et c'est un bon signe quand vous avez des pieds beaux bilatéraux d'aller là-dessus pour éventuellement aller sur le terrain de l'arthrogrypose. Je vous ai fait des petites fiches récapitulatives que vous pouvez prendre en photo si vous voulez, quand l'anomalie d'extrémité est associée à d'autres choses. Donc quand vous avez une cardiopathie, voilà à peu près les grandes lignes de ce que vous pouvez rechercher aux extrémités pour essayer d'avancer dans le diagnostic avant que l'exome vous réponde, et éventuellement quand l'exome vous a répondu, d'aller chercher ces signes-là en aller-retour comme on l'a vu. Ça c'est en canagénésie du corps calleux, à peu près le même principe, voilà les petits signes que vous pouvez éventuellement rechercher. Retenez-en quelques-uns pour essayer d'avancer un peu dans votre pertinence d'examen. Et quelques autres exemples frappants, hernie de coupole plus les doigts courts, Frins Erlim, MOC plus adduction du pouce, la dysplasie diastrophique, et le fameux L1CAM avec la ventriculomégalie et le pouce en abduction. Ce que j'appelle l'examen attentif des extrémités, donc c'est ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est aller voir surtout le premier et le cinquième, pouvoir vous aider éventuellement aussi des différents modes échographiques, que sont les coupes épaisses, que sont le 3D, mais ce ne sont que des outils, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez voir sans utiliser ces modes-là, quelle que soit la machine que vous avez. Bien sûr, ça nous aide quand les conditions d'examen sont difficiles, ou voire même quand elles sont faciles. Voici les messages à retenir, donc tout n'est pas syndromique. Avoir les idées claires sur les anomalies préaxiales, j'espère que c'est bien rentré, et avoir en tête quelques anomalies des extrémités que j'appelle signatures. En échographie de dépistage premium, dédicace à Marc Althusser, si vous voulez le faire, regardez le pouce et le 5e doigt. En échographie de diagnostic, bien sûr, on est systématique, et que la meilleure fenêtre de tir pour les anomalies d'extrémité, c'est 18-26 semaines, après ça peut être compliqué. Et la collaboration étroite avec la génétique, dont on a parlé tout à l'heure. Je termine avec un cas clinique. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici va vous amener à la résolution de celui-ci. À quoi vous fait penser ces anomalies? Un petit fœtus marseillais, et je vous remercie de votre attention.